L'année de mes 20 ans, mon frère et moi avions sauté en parachute au-dessus de l'aérodrome de Château-Thierry. Le matin de notre départ, elle m'avait pris à part devant la porte de la maison et, me saisissant le bras, comme si elle le touchait pour la dernière fois, m'avait invité à la plus grande prudence en prononçant ces quelques mots dissuasifs. N'oublie pas que c'est toujours toi qui allais jouer cassé à Noël. S'appuyant sur des faits réels, un défaut de fabrication de plusieurs cadeaux consécutifs, entre mes 7 et mes 10 ans, cette phrase m'avait poursuivi une partie de la journée. Notre père nous avait enseigné, dès notre plus jeune âge, le vocabulaire technique de l'aviation, alors que nous volions à ses côtés à bord d'un Cessna 150. Il pilotait pour s'aérer l'esprit un dimanche par mois et nous proposait de l'accompagner. Notre mère ne venait pas ou rarement. Ah non, moi j'y vais pas, j'ai le vertige. Nous nous serrions tous les 2 ou 3 dans l'habitacle. Il vérifiait les niveaux, enclenchait le moteur de l'hélice, puis nous décollions en bout de piste et planions au-dessus des vignes. En vol, il ne prononçait jamais d'autres mots que ceux qu'il échangeait avec la tour de contrôle à l'aide de la radio. Cessna 150 à Alpha Zulu Tango, Charlie, à tour de contrôle. Sauf à cet instant fatidique où il finissait par dire « Vas-y !» et nous cédait le manche. Il ne riait pas. Il jugeait capital qu'on sache piloter un avion à 11 ou 12 ans. Pour lui, l'émancipation commençait par là. Il existait une vidéo de cette scène dans laquelle on voyait mon frère sauter parfaitement, les bras en croix, la tête bien droite, fort du sang-froid qu'il avait peut-être hérité de notre père. Puis mon propre saut grotesque et chaotique, l'instructeur avait été contraint de me pousser après un début de crise de panique. Certains soirs, elle proposait à mon père de revenir dîner à la maison. Invitation qui débutait toujours dans un esprit de concorde avant de virer à l'affrontement au fur et à mesure qu'elle éclusait ses verres de blanc et lui de rouge. Les deux vidant parallèlement leurs sacs, assis côte à côte face à l'écran de télévision de la cuisine qui diffusait les images du journal télévisé sans le son, au point que leur dispute doublait souvent les images de conflits plus graves, plus directement meurtriers, soulignant une forme de violence commune. Moi, je travaillais à l'étage. Je commençais à entrevoir l'émancipation prompte à naître de mon asservissement, de ma soumission à l'étude rigoureuse, sinon névrotique, de la littérature ou de la philosophie, sur laquelle je me sentais contraint de faire reposer mes attentes, puisque le savoir présentait les atours d'une solidité qui me manquait au quotidien, si bien que j'avais demandé à mes parents l'autorisation de porter mon casque anti-bruit à table, les soirs où ils se retrouvaient, afin de m'épargner leurs querelles, pour mieux me concentrer sur mon apprentissage. Ils toléraient de me voir partager leur repas en silence, mon casque sur les oreilles, mes fiches sous les yeux, sans cesser de solder leurs comptes. Lorsqu'une première assiette volait en éclats, j'étais obligée de l'ôter pour intervenir. Arrêtez de vous comporter comme des enfants! Puis, je baissais les yeux sur ma fiche. Écoutez plutôt ce que dit Bergson. Et je lisais n'importe quelle citation susceptible de ponctuer de salves d'injures. Ouais. Je vais dire. Oui, un peu facile. Non, mais oui, justement, ça donne un. C'est vraiment, ouais, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça donne quand même du sens à la perte. Quand on perd quelque chose et qu'on crée en échange. Beaucoup de gens m'ont dit. Moi, je l'ai vu par rapport à mon frère. Je pense que mon frère, il dit, t'as de la chance de pouvoir faire ça. Moi, je peux rien faire de ma douleur. Toi, tu l'as. C'est une forme de transformation. Alors je me méfie de toute la question de la résilience et je me reconstruis et tout. On reste avec son chagrin, on reste avec sa peine. Oui, un livre peut être thérapeutique, un truc artistique peut être à la fois thérapeutique, mais c'est pas non plus l'objet premier quand on publie. Mais oui, moi j'ai cette... Quand on écrit un livre qui est un hommage, qui est un tombeau et tout, moi j'ai eu l'impression d'avoir fait Je dis ouais, j'en ai pas rien fait de ce moment-là. Tu vis un truc très dur et tu dis bah ouais, j'ai réussi à le transformer, à en faire quelque chose qui a la valeur pour moi et pour quelques autres personnes. Et rien que ça, c'est une grande satisfaction. Bah, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ça a été précipité par le décès de mon père et par la nécessité pour moi de garder une archive. Quand il a été malade, j'ai commencé à
c'est drôle justement parce que vous faites du cinéma à côté. Ma tentation aurait été de le filmer beaucoup plus, de garder des traces, parce qu'en fait j'ai très peu de vidéos de lui et je me suis dit je vais le... Et je l'ai fait un peu, je l'ai même, j'en parle dans le livre, je l'ai filmé devant sa tombe. Je lui ai demandé comment tu vois les choses, il était dans sa tombe, il dit ouais si vous voulez mettre un grillage, vous ferez ci, vous ferez ça et tout. Il y avait une forme d'humour, hein, là ça paraît glauque et tout, mais il y avait une forme d'humour noir, hein, d'humour très noir. Mais en même temps, à un moment ça désamorce le truc, quoi. C'était une façon même, il y avait une part de provocation, et de moi de lui demander de le filmer. Au début il devait me montrer une autre tombe, parce que bref, je travaillais sur l'assassin de Jean Jaurès qui était enterré à quelques mètres dans ce cimetière du Nord à Reims, et je lui dis montre-moi la tombe de l'assassin de Jaurès, il me montre la tombe, et après il me dit bah, en fait moi... S'il m'arrive un truc, on savait très bien que qu'il risquait quelque chose. S'il m'arrive un truc, je serai par là. Rassurez-vous, j'ai acheté des places pour vous en bas, donc j'ai tout prévu. Vous pourrez être avec vos femmes. Enfin, bon, et je l'ai filmé, c'était assez beau ce moment-là. Et j'aurais voulu le filmer beaucoup plus, mais après son état s'est un peu détérioré. Et je sais, par exemple, il y a une artiste qui s'appelle Sophie Calle qui a filmé sa mère, mais dans ses derniers instants, jusqu'au moment de sa mort, avec un plan fixe comme ça. Et moi, je pouvais pas le faire. Et même à la fin, quand je prenais mon père en photo, je sentais c'était une façon de l'enterrer, qu'il y avait un truc un peu, là, justement, un peu douloureux. Mais moi, j'avais besoin de garder enfin, voilà, moi, tout ce qui était Je pense que tout artiste, enfin, c'est des grandes généralités, mais le but, c'est de garder une archive de ce qu'on a vécu, quoi. Moi, beaucoup de mes textes sont sur la mélancolie, etc. Mais que ce soit Proust, que vous avez peut-être étudié ou que vous allez étudier, etc. La recherche du temps perdu, c'est garder une trace de ce qu'on a vécu. On n'a pas vécu tout ça pour rien, toute cette enfance, tous ces trucs, avec ses joies, ses chagrins, ses peines, etc. Qu'est-ce qu'on fait de cette matière-là, quoi? Et moi, je voulais la consigner quelque part. Et j'aurais pu en faire juste une vidéo, un documentaire sur le temps qui passe, etc. Et là, j'ai commencé à prendre des notes pendant que mon père était en train de mourir. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que cet homme qui est en train de partir, qu'est-ce qu'il m'a légué? Qu'est-ce que je vais en retenir? Qu'est-ce que moi je pourrais transmettre à mon tour? À quel point ça m'a construit, peut-être à quel point ça m'a détruit aussi, comment je me suis construit avec, à côté, parfois contre. Et ce livre permettait de garder une trace de tout ça. Donc il y avait quelque chose de presque un peu, je vais dire égoïste, ou en tout cas égocentrique, quoi. Oui, moi c'était personnellement, j'avais besoin d'écrire ce texte. Après le but, j'aurais pu ne pas le publier, garder un petit truc familial, je le léguer à mon fils, etc. Si on publie et qu'on le met en librairie, il faut effectivement après viser une certaine forme d'universalité pour que ça puisse résonner, parler à d'autres gens et que ça soit pas simplement du moi-moïsme victimaire ou un petit truc narcissique. Et voilà, mon cancer, mon truc, ma douleur, ma mort, ma rupture sentimentale. Comme je le disais ce matin, les éditeurs croulent sous les manuscrits de gens qui racontent à quel point ils sont tristes d'avoir été largués, d'avoir été malades, etc. Et ça peut être très fort pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, de tenir un journal, de dire à un moment, voilà, de coucher ses états d'âme sur le papier, de trouver des mots justes pour des sentiments douloureux, ça fait du bien à tout le monde et j'encourage tout le monde à le faire. Et quelle que soit la forme d'expression, je parle de livre, mais ça peut être de la photo, de la vidéo, de la chanson. Quelqu'un qui dit j'ai vécu un truc douloureux, j'ai énormément de mal à en parler, par contre j'ai composé une chanson le soir et je me suis senti libéré d'un poids, oui, évidemment. Après la question c'est, est-ce que je le diffuse? Est-ce que je le publie? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça dépasse ma propre cas, mon propre père? Est-ce que c'est banal? Parce que finalement, rien n'est plus banal que tout le monde meurt, hein. Les parents vont mourir, nous, il n'y a rien de plus banal que ça. Une rupture amoureuse, c'est pareil. Le nombre de chansons qui ont été écrites, de films qui ont été faits sur ah, je souffre parce que je suis jaloux, parce qu'on m'a cocufié, parce que machin truc, parce qu'on m'a largué, parce qu'on m'a trahi. C'est le truc le plus banal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a une forme d'expression et ça vaut la peine, encore la peine, de faire des livres alors qu'il y a 3 millions de littérature qui nous précède? Qu'est-ce qui fait? Quel orgueil? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous, on aura un truc à dire? Moi, je ne sais pas, c'est particulier de plus à dire, mais simplement, à un moment, je trouve une formulation, peut-être que ça a été évidemment dit, mieux dit, mais peut-être qu'à un moment, dans la manière dont je vais le raconter, dans le regard que je vais porter, dans la forme, etc., que ça vaut le coup, malgré tout, de le publier et de le faire partager à d'autres gens. Et quand il y a des gens qui le reçoivent et qui disent « Ah ouais, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, ça m'a ému, ça m'a touché, ça m'a rappelé à la fois telle histoire, mais vous faites un pas de côté, la manière dont vous le racontez, je ne l'avais pas forcément lu comme ça, etc. » Moi, c'est une source de satisfaction pour moi. Et c'est pour ça qu'on continue à faire des chansons, des films et des livres. Parce que je pense que dans la vie, tout le monde ment. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est beau et c'est la source c'est pour ça qu'il y a de la fiction. C'est le ressort le plus évident de la fiction. Et je pense que si vous regardez dans le cinéma, dans les séries télé et tout, le but c'est qu'il y a quelqu'un. Les meilleurs films, c'est des gens qui
qui font croire quelque chose au monde, à leur entourage, qui ne sont pas au fond d'eux, qui cachent, et souvent la plupart du temps, qui cachent une fragilité, qui cachent des faiblesses, qui cachent des traumatismes, qui compensent, et en fait, à un moment, ils vont être confrontés, le film va les confronter à leur propre fragilité, et on va voir le personnage se débattre, batailler avec ça, et la plupart des films racontent ça, ou racontent des gens qui sont pas forcément prises avec le mensonge, mais avec des contraintes, qui se débattent avec ça, qui sont quand même que des trajectoires. J'ai un prof de scénario qui disait 80% des films sont des films d'émancipation. C'est quelqu'un qui est contraint et qui va accéder à une forme de liberté. Et généralement, pour accéder à cette forme de liberté, il va devoir faire face à ses fragilités, les dépasser, faire avec. Et je m'éloigne un peu du truc, mais le mensonge fait partie de ça. Après, quand je parle de mensonge, ma mère justement réagissait en disant que tu devrais parler de non-dit, parce que c'est pas vraiment du mensonge malveillant. Effectivement, il y a du mensonge qui peut être directement... il y a le mensonge du mythomane, et puis il y a le mensonge qui est le mensonge d'un peu... ce qu'on appelle le mensonge pieux, ou par exemple, on vous invite à un truc, vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous n'avez pas envie de faire de faire du tort, de chagriner la personne qui vous a fait l'invitation, qui vous a lancé l'invitation, donc vous trouvez une excuse, et ça arrive tous les jours. Et typiquement, moi, je raconte un mensonge qui est énormissime, qui est le fait que mes parents divorcent sans le dire à mon frère, alors que tout le monde était au courant, et me demandent de mentir à mon frère, de ne pas lui dire qu'ils sont divorcés. Mais ce mensonge part d'une très bonne intention. C'est-à-dire, lui, il était en classe préparatoire, il préparait un concours très difficile, ils ont dit on ne veut pas le déranger. C'est pour lui qu'on fait ça, c'est pour lui qu'on ment. Alors moi, je crois que c'est la pire des solutions, mais ça arrive tout le temps. Il y a eu moi dans ma belle famille, il y a un frère de ma femme qui s'est marié cet été. Quelques mois avant, les parents, le père de ma compagne, on lui a diagnostiqué un cancer. Il s'est dit, est-ce que je le dis et je leur gâche 2 mois avant leur mariage, et leur mariage, tout le monde va être... ou est-ce que j'attends que leur mariage soit passé pour leur dire? Et il y a eu un très grand débat de famille en disant, mais non, on peut pas tous être au courant et quelques-uns ne pas être au courant du truc, c'est dégueulasse, faut être transparent, ça va pas leur gâcher leur mariage. Et ce débat, il arrive tous les jours. À un moment, est-ce qu'on doit dire la vérité? Est-ce qu'on la cache? Et comment on la cache? Combien de temps on la cache? Etc. Wow. Vaste sujet. Après, moi je le dis, c'est mes mal. Il y avait énormément de... Alors typiquement, si je vais vous dire un truc auquel je crois. Il y a un paragraphe où je dois dire je ne comprenais pas... ça se fait pas du tout, je vais m'auto-citer. Hein, c'est pas très chic de faire ça. Non. J'ai plus les phrases exactes, mais je ne comprenais pas pourquoi l'amour était toujours calculé à l'aune de la passion. Avec la passion, l'étymologie, ça vient de la souffrance. Il faut souffrir pour aimer vraiment, ce truc autour de la brûlure. Et moi, je pense qu'il y a un truc un peu... et je dis pourquoi l'amour est toujours vu dans la passion, la brûlure, l'intensité, et jamais au contraire, la douceur, l'apaisement, la durée. Et dans quelque chose de beaucoup plus... pas rationnel, cartésien, pénible, fastidieux, résigné, mais au contraire quelque chose d'amour raisonnable, d'amour qui s'approfondit, qui gagne en épaisseur et en densité dans le temps. Et moi j'ai toujours été, moi j'ai jamais été un grand dingue du coup de foudre. Enfin je crois qu'il y a dans le coup de foudre ou dans le truc de la passion, dans l'embrasement et tout, quelque chose de très publicitaire, injonction publicitaire, en disant l'amour ça doit être un truc... tu dois vibrer tous les instants, sinon c'est pas vraiment de l'amour. Moi je crois pas à ça, enfin je crois pas à ça dans les trucs. Désolé de parler comme dans les magazines féminins, mais moi justement je pense que mes parents s'aimaient très mal de penser que l'amour ne pouvait se vivre que dans une certaine forme de violence. Que s'il n'y avait plus de jalousie, il n'y avait plus d'amour et tout. Moi j'entends des couples autour de moi dire ça, etc. en disant je sais plus, il se passe plus, c'est un peu moins... c'est un peu moins le feu qu'avant. Je dis, bah oui, évidemment, ça s'appelle le quotidien, ça s'appelle la routine, c'est magnifique, c'est encore plus beau. Ah non, mais je dis, sinon, tu es dans un acte de consommation, bien sûr, tous les 2 ans, tu vas te lasser parce que tu perdras le truc de la nouveauté c'est excitant, etc. Mais l'amour, c'est pas ça. Et je pense, moi, mes parents étaient dans un truc un peu, un rapport un peu consommateur, un peu puéril à l'amour, et confondant l'amour et le désir.
Évidemment, le désir, il peut s'estomper, il peut évoluer, etc. Et eux, dès qu'à un moment, ils avaient un désir pour quelqu'un d'autre, c'est toute leur histoire d'amour qui voilà, était mise à mal, etc. Donc moi, voilà, je prône l'autre voie. La raison et de l'apaisement. Il y a un essai qui vient de sortir que je me suis commandé qui s'appelle La fin de l'amour. Ah ouais, j'ai vu qui ça. réfléchit justement à cette idée que l'amour serait d'aujourd'hui, penser comme ça serait capitaliste en fait, où on serait dans la consommation. Bah, Et du coup pas dans la... mais ça, L'autre n'existe pas, il n'existe qu'en tant qu'objet de consommation. je sais. Périssable du coup. Évidemment. Donc les gens disent ah, bah, c'est plus ce que c'était au début. Bah, évidemment que c'est plus ce que c'était au début, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Bah, il se passe plus rien. Non, il se passe autre chose, mais ce autre chose, c'est pas plus rien. Et après, si vous vivez que dans la résignation, comme un truc de résignation, etc., ou de tristesse, méfiez-vous que ce soit pas une injonction qui soit justement capitaliste, publicitaire. Mais comme, ouais, vivez vos rêves, vivez intensément, le feu, la passion. Je pense que ce truc de la passion fait beaucoup de tort. Bon, bref, on est dans... Non, mais je pense que mais mes c'est bien parents, pour vous, ils étaient à la fois dans cette injonction-là et en même temps, ils y ont désobéi puisque ça n'arrive jamais de se remarier. Non. Oui, ben exactement. Et je dis quand ils se sont remis ensemble, etc., ils sont enfin dans un amour paisible, débarrassés des injonctions publicitaires. Je l'écris tel quel. Je pense, il dit, bah ouais, en fait, ça peut être beau. Moi, j'avais de la... Et je me souviens, j'ai un ami qui avait écrit un livre comme ça sur un truc complètement Macron dirait disruptif, complètement à contre-courant, qui était une sorte d'éloge de l'amour durable, en disant mais qu'est-ce qui fait que je suis depuis 27 ans avec la même personne, et que c'est beau, et que je me lasse pas, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on élit une personne, et que malgré les moments, les disputes, etc., il y a quelque chose qui perdure, et il y a un truc qui est plus de l'ordre d'une sorte de passion, tout feu, tout flamme et tout, mais une sorte de partenariat de collaboration, de proximité, de connivence, de complicité, qui au contraire s'étoffe, etc., Et ce livre, je l'avais trouvé très beau, et donc ouais, c'est à contre-courant de toute une vague en disant ah, c'est plus le... Voilà, c'est plus le feu.